pour les adeptes du magnétisme animal et comme l'a écrit Albert Rochas-Desglin, dont tu parlais la dernière fois, me semble-t-il, à partir d'un certain degré de transe profonde, le malade voit parfaitement son mal présent et peut indiquer le remède nécessaire. Donc ça rejoint un peu ta co-construction de séance et de ce qu'il doit en faire. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que tu crois que l'hypnose profonde peut donner plus facilement accès à notre mémoire implicite là pour aller chercher son mal présent et donc du coup le remède à ce mal-là? Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Il y a la question sur le magnétisme. Alors, restez à l'écoute quand même, même si vous n'êtes pas, même si ce que je vais vous dire va vous décevoir beaucoup peut-être pour certains. Mais voilà, à Je suis titre obligé de rester personnel, moi ou... je sais pas. Mais à titre personnel, je ne suis pas adepte du magnétisme, du fluidisme, c'est clair. Non pas que je pense que ça n'existe pas, c'est que j'en sais rien, mais pour l'instant, en tout cas, moi je pense que l'hypnose n'a pas de rapport avec ça. Si ce n'est historiquement, puisqu'en effet, on sait que historiquement, avant qu'elle s'appelle hypnotisme, et non pas hypnose, hypnotisme, cette discipline s'appelait magnétisme animal, sous l'impulsion de Mesmer, et que Mhm. bien que la théorie du fluide et du magnétisme a été abandonnée très vite, sauf par certains, mais bon, voilà, globalement a été mise en question très vite, on a continué d'utiliser cette expression de magnétisme animal très très longtemps quand même, parce qu'on n'avait pas de meilleur mot, jusqu'à ce que Braid propose neurohypnologie, hypnotisme, et puis que ça soit adopté quelques décennies plus tard. Donc, bref, on a parlé de magnétisme animal, et donc l'histoire de l'hypnose est en grande partie l'histoire de gens qui parlent de sommeil magnétique, qui se disent magnétiseurs, etc., mais qui, pour la plupart, croient déjà plus au fluide et croient à la suggestion. Déjà dès le début du XVIIIe siècle, enfin des années 1720, 1820, pardon, du XIXe siècle, on a cette transition. Donc voilà, ça c'est une chose, mais du coup, Rocha-Desglin, par exemple, j'en avais parlé à notre tout premier rendez-vous de questions-réponses parce qu'on m'avait demandé des conseils de Oula. lecture. Et j'avais dit, ah non, 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 pas du tout d'ailleurs. Non, t'as raison, j'en ai pas parlé à ce moment-là. Bon, j'en ai parlé dans un de nos rendez-vous où j'avais donné des conseils de lecture. Et j'en ai donné plusieurs fois. Et Bien. j'ai conseillé son livre à lui, et en fait, j'ai commis une erreur. C'est-à-dire que c'est pas du tout à lui que je pensais. J'ai réalisé après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai parlé de Rocha-Desglin? C'est pas du tout à lui que je pensais, en fait. Je pensais à un autre. Je sais plus qui là maintenant, ça m'échappe à nouveau, mais je sais que c'est plus à lui que je pensais. Mais bon, notamment, je le conseille que moyennement en réalité. Donc bon, tant D'accord. pis. S'il y en a qui l'ont lu à cause de mon conseil, ça m'étonnerait que vous l'ayez déjà lu, mais bon, pourquoi pas. Bah, il y a des choses intéressantes quand même. Hein, il reprend des choses intéressantes, mais bon, c'est lui qui ouvre un peu la voie vers régression, vie antérieure, enfin des choses sur lesquelles je suis quand même assez prudent, on va dire. Donc bon, méfiance. Et puis voilà, c'est vrai que même pour l'époque, il s'inscrit dans une tradition un peu vieillotte. C'est un peu comme Jean Filiatre, par exemple. Le livre de Jean Filiatre, c'est quand même pas génial. Je crois que ça doit dater de 1900, je sais plus combien, 5, enfin bon, bref, ça a quasiment un siècle de retard, en fait. C'est pas formidable. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Mais donc oui, en effet, il parle de ce magnétisme. C'est des gens qui finalement ont lu un peu tardivement puis Ségur, pour ainsi dire, Mhm. mais sans forcément connaître tout ce qui a été fait depuis. Et c'est vrai que on a chez Puységur, fin 18e, début 19e, donc vraiment le pionnier, j'en parlais une autre fois aussi, j'en ai parlé, et je pense que c'est un des créateurs de la discipline, donc c'est un mec qui faisait du magnétisme animal, cette idée de plonger les gens dans un état très profond dans lequel on va leur permettre de faire... d'avoir des intuitions extraordinaires sur qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi votre problème, et quel est votre remède. Et donc on peut, à l'intérieur du sujet, voilà, en lui posant des questions, notamment on le met en hypnose et on lui pose, enfin en hypnose, ce qu'on appelait à l'époque le somnambulisme ou le sommeil magnétique, etc., dans un état très profond dans lequel on va discuter avec lui, on va lui demander qu'est-ce que vous avez au juste, qu'est-ce qu'il faut qu'on vous fasse. La personne répondait, vous me faites une saignée, vous me faites une infusion, etc. Et puis on lui faisait ça et il se passait ce qu'elle avait demandé. Et ça a beaucoup impressionné beaucoup de gens derrière, c'est sûr. Et ce que je disais la dernière fois d'ailleurs, c'est qu'il y a les prémices d'une démarche maïotique et analytique qui est vraiment très intéressante. Mais simplement, il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, les connaissances qu'une personne pouvait avoir sur sa propre médecine étaient... bon, je ne veux pas dire qu'elles étaient proches de celles que pouvait avoir un médecin, mais ça pouvait pas être tellement pire que ce qu'on faisait à l'époque. On faisait des saignées de toute façon, les gens savaient à peu près quel type de remède on donnait, et c'est pas sûr qu'ils se guérissaient parce qu'on leur avait administré ce remède. Pas sûr du tout d'ailleurs. Probablement que c'est plutôt l'autosuggestion qui allait les guérir. Donc si on applique ça aujourd'hui,
je ne suis pas du tout sûr que ce soit une bonne solution. De dire, par exemple, que plutôt que la médecine officielle, on va mettre les gens en hypnose et leur demander quel remède il faut leur donner. Ben non, parce qu'ils n'ont pas du tout les connaissances dans la médecine qu'on a aujourd'hui, qui est capable de sauver des vies. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu anti-médecine, notamment chez les praticiens en relation d'aide, mais moi je suis totalement, je m'oppose à cette vision-là. Donc il faut surtout pas qu'on laisse croire à la personne qu'elle soit capable de se faire un autodiagnostic et une autoprescription qui soit correcte, ni à un niveau psychologique, ni à un niveau physiologique. Parce qu'en fait, ça peut créer de gros dégâts. Ça peut vraiment créer de gros dégâts. Non, ce n'est pas forcément vrai que la personne sait intuitivement qu'il y a une part d'elle qui sait ce qu'il lui faut et que si on la met dans un bon état profond, on va le trouver. Seulement, ceci étant dit, à un niveau psychologique, quand même, c'est moins grave qu'à un niveau physiologique. Et c'est vrai que, par exemple, si une personne a un trouble émotionnel, etc., on peut, en hypnose, lui demander comment vous allez le résoudre, comment vous voulez qu'on le résolve, et suivre un peu les indications qu'elle nous donne. Et c'est quand même très efficace, parce que souvent, on va aller beaucoup plus droit vers quelque chose qui fait sens pour elle. Après, c'est difficile de savoir si c'est parce qu'elle l'a trouvé en elle, ou si c'est parce qu'elle vient de l'élaborer, cette solution. Et que du coup, comme elle vient de l'élaborer, eh bien, elle va marcher. C'est la même chose que je disais tout à l'heure sur les sujets de Puységur. Est-ce que c'est la saignée qui l'a guéri, ou est-ce que c'est parce qu'il s'est dit, tiens, si on me fait une saignée, je promets de guérir. Donc, c'est difficile de savoir s'il y a en la personne une connaissance intuitive de son remède, et qu'on accède à ce remède, ou si simplement durant l'expérience d'hypnose, la personne va jouer le jeu de imaginer qu'elle accède à un remède, et du coup, si on lui prescrit ce remède, je parle à un niveau métaphorique, un remède, pas du tout médical, si on lui prescrit cette solution, à ce moment-là, bien quelque part, elle s'est engagée à faire le reste. Donc c'est une forme qu'on peut exploiter, mais elle ne nous indique pas forcément quelle est la corrélation réelle. Et c'est un fantasme qu'il y a eu à un moment donné. Donc il y a eu une énorme mode des somnambules, mais vraiment une énorme mode au 19e siècle. Je ne sais plus exactement dans quelle décennie il y a eu vraiment un pic de ça. On ne parlait plus que des somnambules. Les somnambules, c'était ces gens qu'on mettait en transe comme ça par le magnétisme, et qui étaient supposés dire l'avenir, vraiment guérir les gens à distance. Enfin voilà, ils avaient remplacé les voyants, les guérisseurs, c'était les somnambules. C'était les nouveaux mages vraiment du 19e siècle à une époque, et ce qui a été ensuite critiqué parce que justement il y a eu beaucoup d'abus, et surtout il y a eu beaucoup d'escroqueries en réalité. On prêtait à ces somnambules des capacités paranormales dans cet état-là qu'on n'a jamais pu vérifier ensuite, et que tous les auteurs sérieux sur la question qui ont passé leur vie, qui ont consacré leur vie à rechercher sur l'hypnose, on sont tombés d'accord sur le fait que ces capacités paranormales qu'on prêtait aux somnambules ne peuvent pas être produites et ne peuvent pas être vérifiées. Par contre, la personne dans cet état hallucinogène, hallucinatoire, peut avoir le sentiment que, par exemple, elle peut avoir l'hallucination qu'elle sort de son corps et qu'elle rentre à l'intérieur du corps de l'autre et qu'elle observe une tumeur, etc. Elle peut avoir cette impression, mais si elle tombe juste, qu'est-ce qui a fait qu'elle tombait juste ? On ne sait pas du tout ce que ça peut être. Et puis en réalité, on s'aperçoit que les expériences montrent que c'est pas reproductible. Donc bon. Quand on lit des auteurs de ces époques-là, et même des auteurs qui ont l'air de se référer à des auteurs qui ont déjà un siècle à leur époque, il faut quand même évidemment y prendre tout ce qu'on peut y prendre. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais il faut arriver à le traduire dans des termes qui soient les nôtres. Il faut arriver à les trahir en quelque sorte, à leur faire parler notre langage à nous, et à rester vraiment très très sceptique aussi sur des choses qu'on croyait à l'époque. Évidemment, il y a une première méthode sceptique très simple aussi, c'est de se dire, mais franchement, si ça c'était vrai, dans certaines allégations qui ont été faites sur l'hypnose, si ça c'était vrai depuis le temps, ça se serait largement, je veux dire, ça aurait fait la une de tous les journaux, et aujourd'hui ça serait une pratique courante. Il y a des tas de pratiques qui sont annoncées comme réelles en hypnose. Elles sont pas reproduites, on n'arrive pas à les refaire, et c'est pas juste une question d'époque. Après voilà, je sais pas si je réponds bien à cette question, mais je me méfie un petit peu de cette espèce d'autodiagnostic de l'intuition. Et alors, Puységur faisait mieux que ça, et ça a été reproduit aussi. Il prenait certaines personnes qui étaient de très très bons sujets pour faire les diagnostics des autres, pour faire les diagnostics des autres personnes. Il disait, regardez cette personne et dites-moi ce qu'elle a. Alors il décrit quand même des résultats qui sont troublants, bien sûr, mais après voilà, il faut se poser des questions, mais c'est pas forcément des réponses. Et Rochat d'Aiglun, c'est une source quand même assez peu fiable là-dessus, hein. Il a clairement un penchant vers cette psychologie très à la mode à l'époque,
Et moi, c'est pas mon approche du tout de l'hypnose. Donc, c'est pareil. En fait, il y a une différence entre ce qui se passe en hypnose et ce que la personne a le sentiment d'avoir comme information qui lui vient et la vérification. C'est exactement le même problème avec la régression dans les vies antérieures. C'est pas parce qu'une personne a le sentiment qu'elle est allée trouver une vie antérieure et qu'elle a vécu ci et ça et ça, etc., que c'est vrai. D'ailleurs, très souvent, on voit bien qu'il s'est plein d'incohérences historiques, que la personne elle peut accéder à tout sauf à la langue, comme par hasard, qu'elle se trompe dans les costumes, dans les dates, enfin bon, qu'il faut pas trop lui demander de détails. Enfin, on voit bien que c'est plutôt une expérience imaginaire, construite autour d'une forte Mhm. conviction, et cette conviction peut être utile, mais elle peut être à double tranchant aussi, elle peut créer de la souffrance aussi. Et donc, je n'ai pas à obéir. Si par exemple je mets une personne en hypnose et que je lui dis, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, mais même, Mhm. prenons un exemple très 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 bateau. Alors, je parlais du tabac. Si je mets une personne en hypnose et qu'elle me dit, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut, et que la personne se dise, il faut que je m'empêche de fumer toute ma vie, et que je reste motivé sur le fait qu'il faut que surtout que je cède pas à cette sensation, que je cède pas à cette tentation, pardon. Ben, c'est pas parce qu'elle dit ça et qu'elle dit ça en hypnose. Parfois, on a vraiment un sentiment que si elle dit ça dans un état d'hypnose, alors là, je peux plus rien faire, j'ai pas le droit d'y toucher. C'est que c'est une parole de vérité. Son inconscient a forcément raison. Mais non, pas forcément. Donc, c'est pas parce qu'elle dit ça en hypnose que c'est forcément vrai. D'ailleurs, il suffit de lui dire, très bien, c'est une option. Mais si je vous propose, par exemple, de plutôt vous libérer pour ne plus du tout être fumeur et du coup ne même pas être tenté et fonctionner avec autant de facilité et d'aisance par rapport à ça que le ferait n'importe quel non-fumeur. Est-ce que vous préférez? Mais il y a de très grandes chances qu'elle vous dise ah oui c'est pas con, oui je préfère ça, mettez-moi ça plutôt. Donc donc méfiez-vous de l'autodiagnostic des personnes, elles ne sont pas habilitées. Moi non plus d'ailleurs, c'est pour ça que je procède pas moi-même par diagnostic, donc je procède pas non plus avec les personnes par diagnostic, je leur demande pas de le faire.